Nathalie Aubert, que vous connaissez sans doute tous pour ses travaux sur Proust, évidemment, et sur la poésie. Sur Proust particulièrement, son livre La traduction du sensible. Et pour la poésie, elle a publié récemment un livre sur Christian d'Autrement, un très beau livre sur Christian d'Autrement. Elle va faire sortir bientôt un livre sur la poésie française des 19e et 20e siècles. Elle a dirigé un ouvrage qui s'appelle Proust and the Visual. Il est sorti ? Oui, qui est sorti cette année. Et puis on lui doit aussi des articles La peinture hollandaise de notre mémoire, Proust et Bergson, Proust et Ruskin, qui est au centre de sa réflexion dans son livre. Et elle enseigne à Brooks University, à Oxford, et elle, comme Anne Simon, elle s'intéresse aussi à Merleau-Ponty, à la philosophie et aux arts visuels. Et donc aujourd'hui, son sujet, c'est la pensée paysage dans Du côté de chez Swann. Merci Mickey. Aujourd'hui, je vais effectivement parler de la pensée paysage dans Du côté de chez Swann. Et vous aurez peut-être, pour certains d'entre vous, reconnu que c'est, au moins la pensée paysage, c'est un des titres de Michel Collot, qui a beaucoup écrit sur le paysage en général, mais en fait pas sur Proust. Donc dans Jean Santeuil et dans d'autres textes retrouvés, et bien entendu aussi dans de nombreux brouillons, des esquisses de la recherche, ainsi que dans ses nombreuses lettres, les paysages abondent chez Proust. Le jeune Proust se montrant particulièrement sensible aux divers paysages qu'il rencontre, en particulier, pour ce qui m'intéresse dans ce volume, les paysages normands, mais bien sûr il y en a beaucoup d'autres, qu'il affectionne et qui lui offre un moyen évident de mettre ses talents d'apprenti écrivain à l'épreuve. Cependant, lorsqu'à partir de 1908-1909, après avoir abandonné Jean Santeuil pour se tourner vers ce texte qui, après bien des transformations et bien des années, deviendrait le roman que nous connaissons, on s'aperçoit que les paysages, dans la recherche, ont subi une transformation radicale par rapport aux textes de jeunesse, aux avant-textes et à d'autres évocations avant la recherche, si vous voulez. Et cette transformation radicale a trait à sa décision, peut-être même sa propre réalisation, que comme il l'écrivit à Jacques Rivière, je cite, « C'était justement à la recherche de la vérité que je partais », donc avec cette nouvelle œuvre, et qu'il refusait en fait à exposer clairement en quoi cette vérité consistait pour lui, en raison de sa détestation des ouvrages idéologiques où le récit n'est tout le temps qu'une faillite des intentions de l'auteur. Donc ça, c'est Proust qui écrit ça à Jacques Rivière. Et cette fois, le récit n'allait pas être la faillite des intentions de l'auteur, bien au contraire. À la fin du livre, et une fois les leçons de la vie comprises, sa pensée, incarnée dans une forme et un style, se dévoilerait enfin. Et ce roman, aux ambitions et à la forme si particulière, retrace entre autres le mouvement par lequel la conscience sort de soi pour aller à la rencontre du monde et lui donner un sens. Cette signification s'élabore dans l'expérience sensible elle-même, qui est à la fois un accès aux choses et une expression de soi. Et parce que Proust, dès l'ouverture de la recherche, a défini la conscience comme prise d'emblée dans l'opération perceptive, propre au jeu corporel, il nous offre avec son narrateur un sujet voué au monde, comme le dit Merleau-Ponty, qui entretient avec ce dernier un rapport qui n'est ni de constitution idéale, ni de domination, mais de vision. Or, le paysage est lui-même avant tout du domaine du visuel, même s'il n'est pas une donnée évidente qui s'offre au champ de la perception, et qu'au contraire, il met en œuvre tout un processus de création qu'il convient de suivre dans toutes ses étapes afin d'avoir une idée claire de la multiplicité de ces enjeux. Alors, je vais commencer par ma première citation de Michel Collot. Sur l'exemplier, vous n'avez que les citations de Proust qui sont plus longues. Pour ce qui est des citations des critiques, elles sont plus courtes. Donc, comme l'écrit Michel Collot,
Parler de paysage à propos d'un écrivain suppose d'abord que la création littéraire ait quelque chose à voir avec le visible et plus généralement avec l'expérience sensible. Autant que les représentations culturelles, c'est la perception qui construit le paysage. Investissant le sensible d'un sens propre à un sujet, elle est déjà une forme d'expression et de création. Donc c'est Michel Collot. Le paysage est le fruit de la rencontre entre un individu et un regard, et à l'intériorité mouvant, et un espace naturel, lui aussi changeant, au gré, par exemple, des luminosités ou des reliefs. Comme l'a écrit Jean-Pierre Richard, qui s'était intéressé au paysage chez Chateaubriand dans les années 60, c'est par la sensation que tout commence, au cœur du sensible, l'écrivain cherche en tous sens son paysage vrai. Le paysage n'est ainsi au confluent de ces deux instances que sont l'individu percevant et l'espace naturel perçu. Il est conditionné par un ensemble de facteurs très changeants et qui dépendent des contingences, si bien que les conditions de son apparition sont aussi diverses que les individus susceptibles de la faire naître sont nombreux. Donc, si l'on distingue deux pôles entrant en interaction sous une forme synthétique, il convient de prendre en considération les éléments suivants. Je ne vais pas tous les examiner, mais enfin, voilà ce qu'on pourrait examiner pour une étude plus générale du paysage, disons sur toute la recherche. Pour l'instant, je ne m'intéresse qu'au premier volume. Sur le plan du percepteur et des changements inhérents à l'individu, l'appréhension d'un paysage doit tenir compte de divers paramètres. Alors d'abord le changement psychique, par exemple les émotions du spectateur, son état d'esprit, son humeur. Le changement physique, facilité ou non à percevoir, qui sont liés à l'acuité de la vision. Il peut y avoir par exemple des hallucinations ou des troubles visuels éventuels. Et le déplacement probable dans l'espace, puisque le cadre de sélection par le regard évolue selon le point de perception dans l'espace, avec le cas particulier, par exemple, des paysages en mouvement. Sur le plan du pays, puisque dans paysage, il y a pays, et je prends ici le mot pays au sens où l'entend Alain Roger dans son court traité du paysage de 1997. Je vous cite sa courte définition. Le pays, c'est en quelque sorte le degré zéro du langage, ce qui précède son artialisation, qu'elle soit directe, in situ, ou indirecte, in visu. Donc, sur le plan du pays contemplé et des changements inhérents à l'espace, le visible et l'occulté tiennent une part essentielle, représentée principalement par le relief et la végétation. Et cette part occultée, c'est proprement ce que Michel Collot appelle l'horizon interne. Nous y reviendrons. Le problème de la luminosité doit être aussi nécessairement pris en compte car il modifie considérablement la perception de l'espace, comme pour l'exemple des couchers de soleil, des paysages nocturnes avec les promenades au clair de lune ou au contraire des paysages ensoleillés. Et enfin, une des grandes originalités de Proust, le problème météorologique, avec de très beaux passages, par exemple, sur le vent de Combray ou le climat pluvieux du côté de Méséglise, etc. Et ce problème joue un rôle dans l'appréhension des paysages, avec l'orage, le vent, le soleil, la pluie ou même la brume, qui constituent autant de variations qui conditionnent la perception de l'espace naturel. Alors, il n'est pas question de faire le tour de tous ces éléments ici, et cela d'autant moins qu'à tous ces éléments, il faut aussi ajouter que si le paysage est avant tout du domaine visuel, il possède aussi de multiples dimensions cachées qui trouvent une expression privilégiée chez Proust, puisqu'aux éléments visibles du paysage, il faut aussi ajouter le retentissement intérieur du spectacle extérieur sur le narrateur. Et dans ce contexte spécifique, l'usage important de la métaphore lui permet d'ouvrir sur un au-delà du visible qui façonne le paysage et en informe la signification. Le paysage devient alors paysage d'élection et est composé, comme l'a indiqué Jean-Pierre Richard, de tout ce qu'un sujet valorise positivement ou négativement dans le monde sensible, car le sentir est inséparable d'un ressentir. Et je cite à nouveau Jean-Pierre Richard, « Il y a autour de chacun de nous, en nous tout aussi bien,
un certain ordre des choses qui lui est propre. Cet ordre peut se décrire catégoriellement en termes de préférence ou de répulsion, comme un cadastre tout personnel du désirable et de l'indésirable. C'est la singularité d'une telle grille sensorielle que je nomme un peu abusivement sans doute un paysage. Donc ça c'est Jean-Pierre Richard. Et à travers ces sensations électives et leur résonance affective, l'écrivain se révèle à lui-même en même temps qu'il bâtit son univers. Les qualités sensibles sont les supports et les moyens d'expression premiers du mouvement par lequel il s'invente. Car l'objet décrit l'esprit qui le possède, le dehors raconte le dedans. C'est dans le monde sensible que la spiritualité la plus pure traverse son épreuve et fixe sa qualité. C'est aussi Jean-Pierre Richard. Donc, quoiqu'ancienne, cette lecture de Jean-Pierre Richard me paraît toujours pertinente, en particulier lorsqu'on s'intéresse à Proust, puisque précisément c'est Proust qui, le premier, a montré comme certaines sensations subjectives pouvaient contribuer au sens même d'une œuvre littéraire. On se souvient par exemple qu'il a évoqué dans le Contre Sainte-Beuve le sentiment de l'altitude qui anime les héros stendhaliens ou la couleur pourpre dans Sylvie. Et c'est à partir de ces qualités élues dans le sensible que l'artiste élabore cette qualité inconnue d'un monde unique dans laquelle le narrateur de la recherche voit lui-même la marque distinctive du génie. Dans cette perspective, il n'y a pas de coupure entre la perception, qui est toujours déjà sélective et significative, et l'imagination, qui en prolonge le travail. Proust indique très tôt dans le roman, à propos de la lecture, combien ces deux univers sont liés. Alors, une petite citation que je n'ai pas mise dans l'exemplier, qui est tirée de Swann, du côté de chez Swann, page 85. Dans l'édition de Jean-Yves Tadier, La Pléiade, déjà moins intérieure à mon corps que cette vie des personnages, venait ensuite à demi projeter devant moi le paysage où se déroulait l'action et qui exerçait sur ma pensée une bien plus grande influence que l'autre, que celui que j'avais sous les yeux quand je les levais du livre que je lisais. Cela ne veut pas dire que ces processus soient simples, bien au contraire, mais il me semble important de noter cette maxime éminemment proustienne qui indique d'emblée cet entre-là. C'est cette phrase magnifique dans l'esquisse numéro 31, toujours dans le premier volume. Lire est du reste aussi bien regarder, même regarder en soi-même, c'est mettre en œuvre son esthétique. Donc la mise en œuvre de cette esthétique prend du temps, elle est marquée par de nombreuses étapes. Je ne vais pas revenir ici sur ce que Maurice Blanchot a très justement appelé des épiphanies qui scandent l'ensemble de la recherche. Si vous vous en souvenez, dans les premiers moments de ce qu'il faut bien appeler la quête initiatique du narrateur de la recherche, ce dernier à la fois s'ouvre à la beauté indicible du monde, à une présence réelle, prend conscience en même temps d'un échec douloureux, même s'il est accompagné par le pressentiment d'une vérité proche. C'est le paradoxe de la présence. Chez Proust, c'est qu'au moment même où il veut l'évoquer, pur et sans distance, l'auteur rend aussi compte précisément de ceci qu'il en parle et donc qu'il ne se confond plus avec elle. Et c'est la citation numéro 1 que je ne vais pas lire en entier et que vous avez sur l'exemplier où il explique très bien ces processus, si vous voulez, cette espèce d'appel par le monde extérieur, son incapacité à traduire le lien qui le relie au monde extérieur dans un appareil langagier qu'il trouverait adéquat. Donc la traduction de cette émotion face au paysage, dans un appareil de parole qui ne lui était pas d'abord destiné, comme le dit Merleau-Ponty, est une trahison qui est elle-même exprimée dans le roman par l'interjection « zut, zut, zut ». Zut, il doit y en avoir un quatrième, au moment du reflet sur la mare de Montjouvin, quand il ne parvient pas à traduire ce qu'il ressent précisément à la vue de ce reflet de soleil sur la mare de Montjouvin. Et dans le passage ci-dessus, votre citation numéro 1, on a ramassé en quelques lignes une première attitude qui est celle de l'erreur, celle d'avant la conversion, celle d'avant
toute une série de médiations, hein, la rencontre des jeunes filles, la leçon d'Elstir, l'épreuve du deuil, et aussi beaucoup de temps. Hein. C'est une attitude dont le narrateur dit explicitement que le secret de ce qui l'émeut est enfoui dans les choses, et les termes qui reviennent comme caché, couvercle, s'entr'ouvrir, s'envelopper, revêtement, couche, sont de ce point de vue tout à fait explicites. Il y aurait dans les choses un secret qu'avec le travail de la pensée, le narrateur pourrait essayer de se révéler comme une forme enfouie, enclose, prête à éclore. Et le succès de cette entreprise ou son échec reposerait simplement sur la volonté. Alors, d'une certaine manière, cette croyance relève d'une philosophie idéaliste, mais on va voir que le reste de la recherche contredit justement cette lecture idéaliste, voire substantialiste du roman. Donc l'originalité de Proust, sa modernité, si l'on veut, c'est qu'il établit un lien organique dès le départ entre le geste de rapprendre à voir le monde et celui de le dire. Et il me semble que le paysage permet à Proust de redéfinir les rapports entre la conscience et le monde, puisqu'en tant qu'horizon, le paysage est lié au point de vue d'un sujet et se confond avec son champ visuel. L'expérience proustienne du paysage engage en effet toujours au moins 3 termes, un sujet, un monde et un langage. L'émotion éprouvée par le narrateur, et Proust nous dit qu'elle est aussi nécessaire que la sensation, n'est pas un phénomène purement subjectif, mais elle constitue la réponse affective d'un sujet à la rencontre d'un être ou d'une chose du monde extérieur. Après que cette condition nécessaire, qui s'oppose d'ailleurs à l'abstraction de la connaissance, a été remplie, le narrateur peut tenter de l'intérioriser en créant un autre objet, source d'une émotion analogue, mais nouvelle, qui, elle, est effectivement l'œuvre d'art telle qu'il l'entend. L'émotion, et non l'intelligence, est un mode d'accès à la connaissance du monde. Pour utiliser une très belle phrase de René Char, qui d'ailleurs ressemble beaucoup à Proust, je trouve, ce serait l'accès d'une couche profonde d'émotion et de vision qui est propice au grand réel. Cependant, l'écriture de Proust, son style, qui est un questionnement sur la façon de regarder le monde, conserve l'aspect de conjecture, de moment, où la réalité est apparue comme plus ou moins voilée au narrateur. Comme la temporalité du roman dépasse le temps de l'énonciation, non pas au profit de l'éternité, mais d'une sensation subjective de la durée, sous forme de strates, qui indiquent des liens entre passé, présent et futur, qui constituent, comme l'a bien montré Merleau-Ponty, et comme disait très bien Anne, qui lui-même a beaucoup lu Proust, Proust a énormément nourri la réflexion de Merleau-Ponty. Et ces strates, si vous voulez, ces liens entre passé, présent et futur constituent en réalité l'opération de vision elle-même. C'est par là que cette parole subjective rejoint le monde réel. Et c'est là qu'on retrouve des notions justement comme ce que disait Anne plus tôt, comme la chair, ce que Merleau-Ponty définit comme la chair. En plaçant la problématique du temps au cœur de l'existence, Proust rompt avec la coïncidence intuitive dont parlait Bergson et indique la direction d'un sens toujours inachevé qui se manifeste sur un fond de non-sens toujours possible. C'est comme si l'accès au monde n'était que l'autre face d'un retrait, nous dit Merleau-Ponty, suivant encore une fois de près l'expérience proustienne. La mutité du monde est d'abord l'indice d'une énigme, mais ça n'est pas le signe de l'altérité d'un monde objectif privé de sens. Proust développe ainsi une conception neuve de la subjectivité et un lien au langage conçu en rapport avec son attirance pour ce monde qui lui parle et l'attire. Et la vie de ce langage, comme la vie perceptive, est faite d'écarts corrigés
et de combinaisons de sens achevés. Or, si le paysage peut apparaître comme le lieu d'émergence d'une forme de pensée, ce qu'on a dans le titre de Michel Collot, Pensée, paysage, c'est que l'expérience sensible est source de sens. Et de ce point de vue, les intuitions proustiennes seront en effet reprises par la phénoménologie merleau-pontienne. Proust ne cesse de nous dire qu'il faut donc reprendre le système institué des significations à partir de cette expressivité première. Le sensible est plein de sens, mais ce n'est pas nécessairement celui d'une intention lucide. Il est d'abord ambigu, et il ne s'agit pas pour le moi du narrateur ou de l'auteur de projeter son moi sur le sensible, mais bien plutôt de rendre compte d'un rapport entre les deux. Et ce rapport est souvent exprimé précisément dans le paysage, car il est le lieu d'un échange à double sens entre le moi qui s'objective et le monde qui s'intériorise. C'est pourquoi c'est un des lieux privilégiés de l'expression de ce rapport. La modernité de Proust tient en fait en partie, pas seulement bien sûr, à ce qu'il accorde une attention égale au langage et au paysage, où se reflète à la fois l'exploration du monde et une découverte de lui-même. Et ces moments d'approche du réel sont porteurs de vérité, puisque même si le héros n'a pas su les retranscrire dans un premier temps, ils ne sont toutefois pas perdus définitivement. Ils vont retrouver leur place après une transmigration à l'intérieur de l'œuvre dans un dépaysement, mais non une destruction, nous dit Proust. Dans ces conditions, l'écriture serait alors elle-même l'expérience du devenir image des choses et des êtres, une expérience donc éminemment temporelle. Et pour décrire cette expérience en termes d'espace linguistique, Michel Collot, lui-même s'inspirant de la phénoménologie, mais husserlienne, a parlé de structure d'horizon. Il rappelle que, perspectivement, le donné sensible ne prend sens qu'à s'inscrire dans un horizon, c'est-à-dire dans un réseau de relations avec ses divers aspects et son environnement. Et lorsqu'on s'interroge au paysage chez Proust, on s'aperçoit que, précisément, à travers son narrateur, le paysage est un lieu de prédilection, de rencontre entre un sujet qui ne réside plus en lui-même, mais qui s'ouvre au dehors et au monde. C'est cette relation constitutive même, comme l'a noté Michel Collot dans La pensée paysage, qui a conduit la phénoménologie existentielle à définir la conscience humaine comme être au monde. Et dans le syntagme pensée-paysage, paysage entre avec pensée dans un rapport d'apposition, ce qui ouvre à plusieurs interprétations. Il permet de suggérer à la fois que le paysage donne à penser et que la pensée se déploie comme un paysage. Cette hypothèse, qui rejoint celle d'une pensée paysagère, peut expliquer comment on peut parler d'optique écologique à propos de Proust, puisque l'optique écologique, à la différence de l'optique scientifique, prend en compte l'interaction entre le sujet et son environnement visuel. Et de fait, qui mieux que Proust a montré que, alors je m'excuse, c'est une citation un tout petit peu longue encore de Michel Collot, l'environnement visuel de l'homme n'est pas une addition de stimuli ponctuels, mais un ensemble structuré par le point de vue de l'observateur qui met les choses en relation les unes avec les autres selon un processus complexe d'occultation réversible, car notre vision ne nous donne jamais tout à voir à la fois, elle ne nous procure pas un panorama, mais un emboîtement de perspectives partielles qui se modifient et se complètent à mesure que notre point de vue se déplace. Et il me semble que c'est quelque chose de cet ordre, enfin, il y a une façon d'illustrer cette définition, serait de regarder la citation numéro 2 qui montre ce que le narrateur essaie de saisir quand
il essaye de voir les clochers de Martainville quand il est dans la voiture du docteur Percepied. Je vais vous laisser la lire vous-même. Je vais continuer pour ne pas perdre trop de temps. Donc, on voit bien comment Proust exprime l'idée selon laquelle notre champ visuel est délimité par une sorte de bord, hein, ce que la phénoménologie appelle un bord, qui sépare ce qui nous est montré de ce qui ne l'est plus ou pas encore. Mais ce qu'on voit très bien dans ce passage, c'est que cette limite est réversible. Hein. Lorsqu'un aspect est occulté, il n'en reste pas moins intégré à ce qui est perçu. Hein. Et c'est l'idée même de structure d'horizon, si vous voulez. Hein. L'horizon, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, ni ce qu'on perd, c'est ce qu'on devine d'une certaine manière. Hein. Et c'est évidemment de ce point de vue-là un phénomène qui change selon le point de vue qu'on adopte et que chaque sujet réinterprète en fonction non seulement de ce qu'il voit, mais aussi de ce qu'il ressent et de ce qu'il imagine. Et pour suivre cette idée, et toujours avec l'exemple du passage des clochers de Martainville, c'est la citation numéro 3, hein, c'est bien ce que montre le petit texte. Alors cette fois, c'est pour ça qu'il y a des guillemets, c'est le petit texte que le narrateur a écrit, je cite Proust, pour soulager sa conscience et son enthousiasme. Hein. C'est ce qu'il écrit justement pour essayer d'analyser ce qu'il ressent à la vue des clochers de Martainville. Et ce paysage en mouvement permet à Proust de montrer les dimensions variées du champ perceptif comme un espace sémiotisé. Parce que toute perception a besoin de contraste et d'opposition pour se structurer. Et il joue dans ce passage sur les ombres et les lumières, mettant très bien en valeur la netteté des formes qui prennent l'aspect de figures sur un fond. Hein. Il compare les clochers à 3 oiseaux posés sur la plaine, immobiles et qu'on distingue au soleil. Ainsi, Proust semble bien suggérer que notre environnement visuel apparaît structuré comme un paysage, et c'est l'une des grandes leçons proustiennes, mais même si c'est parfois seulement, en certaines occurrences, un paysage en puissance. Ce n'est pas toujours un paysage entièrement décrit. Et c'est pourquoi le paysage a un rôle à jouer dans le processus de la quête pour la vérité, aussi bien avec ses erreurs et ses délais, et parfois aussi ses succès, car il y a chez son narrateur une préoccupation constante pour les correspondances entre le langage et la réalité, la vie du héros proustien étant structurée par une série de rêves pleins d'espoir, mais aussi de chutes. Et dans la citation suivante que vous avez sur l'exemplier, on voit en effet qu'il y a une certaine douleur dans le passage à l'expression. Certes, ce n'étaient pas des impressions de ce genre qui pouvaient me rendre l'espérance que j'avais perdue de pouvoir être un jour écrivain et poète, etc. Fasciné par certains mots, par les noms de personnes et de lieux, le narrateur proustien s'efforce anxieusement de recevoir, et c'est un petit extrait de Swann, le secret de la vérité et de la beauté, à demi pressenti, à demi incompréhensible, dont la connaissance était le but vague et permanent de sa pensée. Et en même temps, ces déceptions, quoique importantes, chez Proust, ne provoquent jamais de méfiance à l'égard du langage. Il y a toujours une foi dans le langage chez Proust. Ce qui ne veut pas dire que les déceptions ne soient pas ressenties comme ce que Léo Bersani a appelé un échec de la désignation. Bien au contraire. Mais là où il connaît des échecs d'expression, le narrateur parvient à compenser quand même par des bévues, par exemple, commises notamment par les autres. Et de ce point de vue, 2 de ces cibles sont 2 personnages qui sont des médiateurs et qui indiquent qu'une perception défaillante est avant tout un défaut d'expression. Alors, je vais passer assez vite, mais on a le premier exemple, qui est l'exemple 5 dans l'exemplier. C'est la description de la vue panoramique qu'on a du clocher, et que le curé essaie d'expliquer à tante Léonie, à qui d'ailleurs c'est parfaitement égal. L'effet panoramique
sur toute la région qu'on a quand on regarde du clocher, avec ce sentiment de jubilation qui est attaché à cette idée de dominer le paysage. Donc, même si elle n'inscrit pas massivement la subjectivité de l'énonciateur, l'esthétique de la vue, qui est une esthétique du regard, comme l'a montré François Brunet à propos de la photographie, en marque quand même discrètement la présence. Mais dans un passage comme celui-là, c'est surtout les maladresses qui sont mises en évidence par l'auteur, qui raille par l'intermédiaire de son personnage la vision réaliste, et peut-être même celle de la photographie telle qu'il la comprend. Puisque pour lui, la vision réaliste restitue bien les lignes et les surfaces du monde extérieur, mais en même temps échoue, par la pauvreté de son expression, à résoudre l'énigme de la vision fragmentaire. Comme le dit le curé, il faudrait, pour bien faire, être à la fois dans le clocher de Saint-Hilaire et à Jouy-le-Vicomte, mais il en reste là, il ne va pas plus loin. Il ne va pas plus loin dans sa perception. Et le curé n'est donc pas animé de cette passion de la découverte qui possède le narrateur tout entier. Et là encore, le défaut d'émotion, cela ne me faisait pas grand effet, le défaut de sentir est dénoncé à la fois comme un problème de vision et d'expression. Alors, si dans ce passage, le curé pêche plutôt par excès de prosaïsme, dans le passage suivant, le Grandin, lui, pêche par excès hyperbolique. Si bien qu'on se demande si Proust ne l'utilise pas pour démolir l'esthétique romantique, cette fois, de la description. Et Jean-Yves Tadier a bien montré, effectivement, dans le récit poétique, à quel point la place importante faite au paysage et à la description est l'une des caractéristiques de ce genre mixte qu'il a nommé justement récit poétique. Et donc les diatribes de Le Grandin, qui ressemblent d'ailleurs un peu au style de John Ruskin, où il décrit un paysage, mais en même temps il prêche, si vous voulez, et en évoque les qualités presque morales, puisque Proust dit à un moment, à la fin de ce passage, mon père lui en reparla dans nos rencontres ultérieures, le tortura de questions, ce fut peine inutile, comme un escroc érudit qui employait à fabriquer de faux palimpsestes un labeur et une science dont la 100e partie eût suffi à lui assurer une situation plus lucrative mais honorable, Monsieur Le Grandin, si nous avions insisté encore, aurait fini par édifier toute une éthique du paysage et une géographie céleste de la basse Normandie, plutôt que de nous avouer qu'à 2 kilomètres habitait sa propre sœur, etc. Donc Proust y exagère en fait ici dans ce passage-là justement un certain nombre de traits qui sont les traits de l'expérience romantique du paysage, qui instaure une relation émotionnelle et spirituelle entre l'homme et la nature. Alors, il mobilise toutes les ressources justement du récit poétique. On a si vous regardez l'extrait, on a le champ sémantique de la douleur, de la tristesse. Il utilise les parallélismes, toute une série de récurrences de mots, des rythmes et des sonorités, des métaphores aussi, ici la métaphore médicale, pour traduire les harmoniques et les résonances particulières du paysage normando-breton chez Le Grandin. Même si, bien entendu, ces descriptions témoignent pour le caractère toujours provisoire et imparfait de la connaissance, en même temps, en tant que romancier, cela permet à Proust d'inventer et de réviser la signification des événements et de faire entrer la réalité dans sa vision. Or, sa vision du paysage est clairement que ce dernier est indissociable de ses qualités sensibles. Encore faut-il les traduire correctement. Il y a bien ici, je crois, chez Proust, une critique implicite du romantisme dans la critique de l'imagination. La correspondance entre le paysage et l'état d'âme est un mirage, nous dit Proust, le pur produit d'une conscience narcissique qui projette son image dans un monde réduit au rôle de miroir. De là procèdent les plus dangereuses illusions lyriques et métaphysiques, pathetic fallacy, comme dit Ruskin, dont Proust est proche ici. La réduction du paysage à la sphère de l'intériorité est une illusion lyrique,
parce qu'elle fait du moi le centre d'un monde dont elle nierait l'extériorité et l'altérité. Ok, donc je vais être obligée d'avancer un tout petit peu. Alors, oui, donc dans le cadre de cette critique de la description romantique, un des reproches que Proust ferait à la description romantique du paysage, c'est cette recherche, si vous voulez, dans la nature de la présence d'une transcendance. Et il me semble que justement, dans le cadre de cette critique, Proust essaye justement de montrer à quel point regarder la nature pour y rechercher une espèce de transcendance qui n'y est pas, c'est parfaitement illusoire. Et il me semble que c'est pour cela c'est ce qui explique la présence des phénomènes atmosphériques chez Proust, qui sont si importants dans Combray, qui sont représentés par la passion du père pour la météo. Et il explique dans ce très beau passage sur le vent de Combray comment le vent fait partie intégrale du paysage et il parle, je ne sais pas si je vous l'ai mis en italique, justement d'extrême horizon par rapport à cela. Donc je vais passer assez vite, mais pour moi, le phénomène atmosphérique, c'est justement pour essayer de détruire d'une certaine manière la vision romantique du paysage. Alors, je vais venir très très rapidement puisque je ne suis même pas encore arrivée aux deux côtés qui sont si fondamentaux pour Proust, donc je vais juste très très vite parler des deux côtés qui structurent la recherche. On sait, je vous ai mis ça dans la citation numéro 8, que en fait, les deux côtés, alors qui semblent séparés irrémédiablement pour le narrateur dans le premier volume, étaient en fait reliés. C'est ce qu'il apprend dans Le Temps retrouvé. C'est Gilberte qui le lui annonce. Bon, alors, je vais passer très rapidement sur cela. Il faudrait évidemment développer à quel point les deux côtés structurent fondamentalement certains types de paysages dans toute la recherche, mais peut-être en particulier dans Combray. Et je vais peut-être passer directement à la conclusion. Donc, pour conclure, donc, si comme l'a écrit Gérard Genette, Proust a bien résorbé la création littéraire dans la continuité de l'expérience quotidienne, c'est parce qu'il a totalement ouvert son œuvre sur la vie. Son livre lui était devenu absolument vital, écrit Genette, consubstantiel à la réalité la plus élémentaire de sa vie. Et cela s'est exprimé chez lui par une maîtrise totale de l'art, et en particulier d'un art de l'inachèvement, qui a contribué à renverser une esthétique qui voit l'art comme un musée sans vie, mais qui serait en même temps instructif. Ce que l'art apporte dans ce contexte, c'est une valeur ajoutée à l'expérience vécue décevante, limitée, en cela même qu'elle est décevante et limitée. Et le caractère rétrospectif de la vision proustienne lui permet de présenter l'expérience vécue comme décevante et limitée, mais à l'horizon de l'art. Et on sait bien que derrière chaque fleur de l'aubépinier, derrière chaque rayon de soleil sur la mare, comme sur les bords de la Vivonne ou les champs aux alentours de Combray, derrière chaque paysage, il y en a un autre chez Proust. Et que comme pour le jaloux, pour qui la vie de la personne aimée est une torture parce qu'elle implique ou sécrète tout un monde dissimulé de mensonges, et que ce qu'il appelle lui-même un univers tout en profondeur est ce qui stimule l'intelligence de l'amant détective, comme celle de l'écrivain qui sonde le réel. Dans cette quête, le paysage tient une place essentielle, et s'il y a une souffrance qui est contenue dans cette quête, sa compensation est la variété et la profondeur que l'imagination investigatrice de l'écrivain donne à l'univers. C'est ce qui lui permet de compenser ce qu'il y a d'imparfait dans la perception extérieure. Ce que l'art permet à Proust, c'est de montrer que l'essence de son existence est dans les analogies ou les identités particulières, que l'appareil sensoriel de Marcel établit entre les sensations, mais cela a lieu dans une écriture constamment en train de se recréer.
Moi, je vais peut-être arrêter là, parce que je n'ai encore tout un paragraphe. OK, I carry on then. La suite chronologique des événements qui est représentée de manière spatiale par des constellations de métaphores littéraires se trouve ici dans une dynamique qui lui permet de définir l'essence du style dans la métaphore précisément. Et alors, ce n'est pas dans le volume auquel je me suis intéressée aujourd'hui, mais il me semble que ça a une certaine importance, que justement les métaphores sont entièrement liées au paysage et que la métaphore, justement, en tant qu'essence même du style, soit définie après avoir vu un paysage, qui est celui du port de Carquetuit d'Elstir, dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Georges Poulet a parlé d'une intelligibilité réciproque entre des épisodes qui, à l'origine, étaient distincts dans la vie de Marcel. Les analogies dans le texte ramassent dans une même structure des moments temporellement isolés et elles évoquent ce qui a déjà été écrit en même temps qu'elles désignent ce qu'il reste à écrire. C'est que le paysage ne résulte pas de la simple réception des données sensibles, mais de leur mise en forme perceptive qui permet de les saisir comme une configuration significative. C'est dire que le paysage relève à la fois du réel et de l'imaginaire, d'une perception et d'une construction, de l'objectif et du subjectif. Je vous remercie. Ça nous ramène à des questions absolument fondamentales. Tu es tout à fait dans le sujet puisqu'il s'agit du côté de chez soi que nous célébrons cette année. Mais pendant que peut-être il y a déjà une question, sinon je pose déjà une question. Ce qui m'a fasciné dans ton... Tu nous as rappelé que, à travers Michel Collot, Jean-Pierre Richard, René Char, qu'il y avait une sorte de réception poétique, en quelque sorte, du texte proustien, qu'en fait, qu'il y a un Proust poète et que c'est une dimension qu'il faut toujours revenir à cette dimension-là. Ce qui m'a frappé aussi en t'écoutant, ça revient à une vieille lubie que ce sont les rapprochements. Je crois que c'est des citations de Merleau-Ponty ou de Richard, peut-être, les sensations électives, etc. Des rapports entre Proust et Breton, en fait. Il y a une sorte de... dans Nadja, il y a justement cette expression de sensation élective. Chacun de nous a sa propre cartographie du monde. Et très souvent, cela passe effectivement par un rapport au paysage. La question que je voudrais te poser, donc, quand même, c'est ce que tu as dit à la fin, en citant Gérard Genette. Tu as parlé d'une écriture, celle de Proust, qui colle de près et qui nous révèle le vécu. Le vécu. Mais en même temps, tu nous as rappelé aussi que dans un sens, chez Proust, dans un sens, le vécu ne suffit pas. Il faut au vécu un travail de... Alors, n'y a-t-il pas une sorte de contradiction entre un désir de retrouver le vécu, la vie, etc., d'une part, et ce qui peut forcément apparaître comme pas forcément une esthétisation, parce que c'est peut-être là le travers ou le tort que Proust reconnaît chez lui-même dans ce magnifique passage qu'il a écrit pour le journal sur les clochers, où on voit toutes les métaphores un peu trop excessives, etc. Mais n'y a-t-il pas peut-être une tension quand même entre le vécu et un travail sur le vécu qui, du coup, peut-être va produire autre chose? Je retrouve bien là ta passion pour le surréalisme. et d'ailleurs, j'ai trouvé... je vais répondre à ta question, mais j'ai trouvé, en lisant Collot d'ailleurs, son livre sur le paysage du romantisme à nos jours, où il travaille sur des poètes, là, essentiellement,
un extrait extraordinaire du Paysan de Paris, où on dirait Proust. Il y a un extrait où on se dit, c'est pas vrai, Aragon, après avoir bien critiqué Proust, en réalité, lui aussi en a fait beaucoup. Anyway, bon, évidemment, si tu veux, je vois bien d'où tu viens, et moi aussi j'ai une passion aussi pour les surréalistes. Chez Proust, il y a effectivement une différence avec les surréalistes, c'est au sens où il y aura toujours un travail. Et même quand on le voit par exemple dans l'épisode de la Madeleine, il y a cette importance extraordinaire de la sensation, hein, de la mémoire involontaire, de tout ce qui est potentiellement de l'ordre de l'inconscient, si tu veux. Mais très vite et tout de suite, il le dit, quand tu regardes le texte, comment il se déroule de façon un tout petit peu précise, il y a un effort de réflexion. Il y a un retour sur la réflexion, et ce retour par la réflexion, chez lui, c'est ce qui va se développer sur le travail sur le style. Hein. On n'est pas justement dans tout ce dont les surréalistes se sont faits, les avocats, qui est le pur, si tu veux, écriture automatique. Si tu veux, il n'y a absolument pas de ça chez Proust, même si par certains côtés, c'est vrai qu'ils vont chercher un peu dans les mêmes profondeurs. Ça c'est absolument évident. Il y a un amour chez Proust, un intérêt chez Proust pour la profondeur qui est aussi évidemment chez les surréalistes pour des raisons différentes et d'une certaine manière dans d'autres directions. Mais chez Proust, il y a toujours le travail du style. Merci Nathalie. On a parlé ce matin de l'archéologie et tu as bien parlé de la foi proustienne dans le langage. Et en quelque sorte, l'étymologie est l'archéologie du langage. Et en parlant du paysage, ça m'a fait penser aux étymologies de Brichot. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du lien entre paysage et étymologie dans le roman ? Non, parce que j'ai pas encore. Mais c'est évident. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est une des choses que je voulais examiner ensuite, que j'ai pas eu le temps de faire pour aujourd'hui. Mais je suis absolument persuadée qu'effectivement il y a parce que souvent, on s'est un peu demandé ce que ça faisait là, cet épisode des étymologies dans la recherche, qui paraît comme ça un peu incongru. Mais en réalité, je pense qu'effectivement, il faudrait chercher du côté de l'archéologie, des strates, simplement parce que... Alors, il faudrait, évidemment, c'est beaucoup trop long à faire. Il y a évidemment différents types de paysages, et j'aurais dû peut-être commencer par là. Il y a les paysages qui sont évoqués par lui dans les livres, il y a les paysages qui sont évoqués par les peintures, etc. Et il y a les paysages évoqués par les mots. Et si tu veux, dans une analyse qui serait plus exhaustive du paysage, il faudrait effectivement distinguer tout ce qui est de l'ordre du rapport direct avec la réalité du narrateur, et puis ces formes-là qui sont aussi évocatrices de paysages, mais qui sont médiatisées. Et effectivement, tu as tout à fait raison, je crois qu'il faudrait aller chercher du côté des étymologies. D'accord. Merci beaucoup Nathalie pour ce retour qui nous ramène effectivement à la question du sensible. Et je crois que la question d'Adam Watt y ramène aussi dans un sens un peu merleau-pontien, qui serait que finalement... et je pense à la question de l'idée sensible, qui est une notion merleau-pontienne que Merleau-Ponty a repris à Proust, notamment dans la célèbre description de la phrase de Vinteuil et du jeu des musiciens. L'invisible, le langage, l'idée sont chez Merleau-Ponty comme chez Proust des doublures, comme le dit Merleau-Ponty, du sensible, et le sens de la phrase musicale est inséparable du processus de sa manifestation. C'est ce qu'aussi a bien montré Mauro Carbone dans un petit livre sur les idées sensibles chez Deleuze et Merleau. Et il me semble que les étymologies, on retrouve un peu cette idée que le nom porte la chose. On est dans une dimension cratilienne, mais toujours un peu relativiste chez Proust, dans la mesure où les étymologies sont fausses. On ne sait jamais trop qui a raison, qui a tort. Mais en tout cas, le nom porte le lieu quand même si on n'est pas sûr à la fin de qui a raison. Et donc, je me demandais si on pouvait revenir justement à cette occasion
sur la question de la traduction du sensible qui me tient un peu à cœur. Mais avant, je voulais dire à Nathalie à quel point j'étais vraiment d'accord avec ce que tu dis sur la question du paysage romantique qui est caricaturé et repris par Proust. Les aurores, les clairs de lune, les levées de soleil, les panoramas, les couchers de soleil. Bon, le lever de soleil dans La Recherche, c'est celui où il voit un lever de soleil et en fait il voit deux femmes faire l'amour. Et c'est la fin de Sodome et Gomorrhe, si mes souvenirs sont bons. Oui, de toute façon, je sais qu'on partage beaucoup de choses, notamment une certaine passion pour Merleau-Ponty. Surtout que ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a trouvé des formulations Merleau-Ponty lui-même, qui lui viennent de Proust et qui sont... qui ne serait pas une idée, mais qui en serait comme la doublure et la profondeur. Enfin, voilà. Évidemment, je pense que... D'ailleurs, je suis d'autant plus confortable pour dire ça, que ce n'est pas moi qui l'ai dit la première, puisque c'est Michel Collot qui, le premier, quand il s'est intéressé au paysage, a tout de suite fait le lien avec la phénoménologie. Et je crois que, effectivement, pour un auteur, alors tu disais très bien ce matin, c'est vrai qu'on a tous notre Proust. Pour moi, Proust, il m'a surtout intéressé au départ pour les questions de vision. Et si tu veux, naturellement, on va forcément vers où se dirige la vision. Et de ce point de vue-là, le paysage, c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est extraordinairement riche pour produire justement cette approche, cette traduction du sensible, comment il la conçoit lui. Et Monsieur Tadier disait ce matin à quel point ce texte est extraordinairement riche, il y a tout un tas d'intertextualités. Il y aurait là aussi quelque chose à retrouver chez quelqu'un comme John Ruskin, parce que dans sa critique, par exemple, du romantisme, il y a une certaine critique ruskinienne du romantisme, et en particulier de certains lieux communs, si tu veux, des paysages romantiques. Donc, il me semble qu'effectivement, il est extraordinairement pionnier, Proust, mais Ruskin est là quelque part derrière. Et aussi en particulier, par exemple, pour toutes les choses comme les phénomènes atmosphériques et tout ça, Ruskin qui justement, pour aller à l'encontre du paysage romantique, a décidé d'en faire au contraire justement toute une analyse scientifique. Il y aurait quelque chose là aussi à faire que moi je n'ai pas poussé, mais disons que chez Proust, il faut toujours aller chercher du côté de l'intertextualité quand on trouve quelque chose comme ça d'extraordinairement abouti. Et tout ce qu'il fait sur le paysage, c'est effectivement extraordinairement abouti. Et il en écrit depuis toujours, on le voit depuis qu'il est très jeune. Et les jours, Absolument, dans la correspondance partout. Oui.